Depuis minuit, les inscriptions sur les listes électorales d'outre-Manche sont closes pour ce vote du 23 juin sur les référendums Pas voulus. vrai. Ça, elles sont pas closes? Non, demain soir. Ah bon, parce qu'ils Ça a ont été annoncé partout prolongé minuit. de 24 Ça a été heures. prolongé. Bon, Voilà. alors ça sera dans quelques heures. En tout cas, la question que pose en fait l'actuel Premier ministre David Cameron, qui a voulu ce référendum, c'est: le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou doit-il en sortir? Alors, au vu des derniers sondages, les partisans de la sortie, les pro-Brexit et les partisans du maintien dans l'Europe sont au coude à coude. C'est 51-49 un jour, 49-51 le lendemain. Quels sont les arguments des uns et des autres, et que changerait une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du point de vue politique, économique, diplomatique? Voilà les questions à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir dans Europe Nuit, en compagnie de notre confrère britannique que vous avez déjà entendu, Philippe Turle. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint du service anglophone de RFI, avec le chroniqueur international d'Europe 1 et d'Europe Nuit que vous connaissez bien, Henri Guirchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Et puis avec notre correspondante à Londres, Ashley Chevalier, que nous allons retrouver tout de suite. Bonsoir Ashley. Bonsoir Emmanuel. Alors d'abord, dites-nous où on en est, parce que la campagne bat son plein donc à 15 jours de ce référendum. Et hier soir, il y a eu un débat télévisé à distance, disons, entre le Premier ministre David Cameron et Nigel Farage, qui est le leader du parti eurosceptique UKIP. C'était pas tout à fait un face-à-face. Mais qu'est-ce qu'en dit la presse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui se dégage? Écoutez, ici tout le monde s'accorde pour dire que cette émission ne va pas vraiment changer le cours de la campagne parce que le débat est resté assez sage hier. Pas de grosses gaffes du côté de Nigel Farage. C'est ce que le camp du livre craignait le plus. Le leader de UKIP ne fait pas partie du groupe officiel de campagne parce qu'il est jugé trop clivant justement sur des questions d'immigration notamment. Mais hier soir, il a été plus mesuré que d'habitude et finalement, Nigel Farage a eu ce qu'il voulait, son heure de gloire dans une campagne qui le met souvent de côté. En face, et pas vraiment en face, parce qu'il s'est exprimé 30 minutes après Nigel Farage, David Cameron, qui milite lui pour le camp du maintien, a tenté au maximum de ramener le débat à des questions d'immigration, parce qu'il les maîtrise. C'est ce qu'il fait depuis le début de cette campagne, sur des questions d'économie, parce qu'il maîtrise ces sujets d'économie. Néanmoins, le Premier ministre a un point faible, c'est l'immigration, j'en parlais à l'instant. Il n'est pas très convaincant sur ce point et c'est un problème parce que depuis qu'on parle d'immigration dans cette campagne, vous l'avez dit, les sondages se sont inversés. C'est désormais le camp du Brexit qui est en tête. Alors, on va écouter tout de suite ce qu'a dit le Premier ministre David Cameron dans ce débat, en définissant une sorte d'alliance idéale pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe. Pencherez-vous pour le camp de Nigel Farage et de la sortie de l'UE en mettant en danger l'emploi et notre économie? Ou alors choisirez-vous cette alliance extraordinaire des Verts, des libéraux démocrates, des travaillistes, des conservateurs, des syndicats et des entreprises, en mettant de côté nos différences et en restant dans l'Union européenne pour le bien de notre pays? C'est le bon choix et ça n'a rien à voir avec mon avenir, mais avec celui du pays. La bonne attitude britannique, c'est de se battre pour la Grande-Bretagne et non pour la petite Angleterre que nous propose Nigel Farage. Voilà, le Premier ministre britannique hier soir à la télévision. Ashley Chevalier, il va quand même peut-être un peu vite en besogne, David Cameron, quand il dit que son gouvernement, a une position totalement soudée dans le refus du Brexit. Ah, tout à fait, parce que le Parti conservateur est très divisé actuellement. Il y a un bon nombre de députés conservateurs qui sont pour la sortie, pour le Brexit, et donc qui militent contre David Cameron en quelque sorte. On pense par exemple à Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui lui a peut-être des velléités il voit peut-être un petit peu plus loin parce qu'il rêve de devenir Premier ministre. Il y a le ministre de la Justice aussi qui est un proche de David Cameron, qui lui aussi milite pour une sortie. Donc le camp conservateur est divisé en ce moment. Philippe Turle, en fait, ce débat pour ou contre le Brexit, il traverse un peu toute la société britannique et toutes les familles politiques, parce que chez les travaillistes aussi, il y a des eurosceptiques. C'est vrai que la position de Jeremy Corbyn, qui est le chef du Parti travailliste, a été peu claire pendant longtemps et reste quand même un peu vaseux maintenant. Il s'est dit favorable au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, mais il a toujours été contre l'Union européenne pendant des années. Même en 1975, lors du dernier référendum, il a voté contre. Et donc, une grande partie de la population a du mal à comprendre la position du Parti travailliste aujourd'hui. Et avec cela, plus les déchirements entre les ministres, le Premier ministre et le Parti conservateur, il est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voter le 23 juin. Et c'est ces gens-là qui vont décider
l'avenir de la Grande-Bretagne. C'est eux qui vont avoir le dernier mot. On parle d'au moins 10% d'indécis. C'est exact. Donc, c'est pour cette raison que David Cameron, je crois, au début, était plutôt confiant qu'il allait gagner ce référendum haut la main. Et là, une espèce de nervosité que plus qu'on s'approche, plus qu'on est toujours dans une situation d'incertitude. Et cette semaine, on a une poussée de ceux qui veulent partir, donc les pro-Brexit, qui évidemment inquiètent le Premier ministre tout de suite. Et hier soir, lors de cette émission télévisée, il a été peut-être plus fort que Nigel Farage, mais Nigel Farage n'est pas vraiment son concurrent premier, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. C'est Boris Johnson et Michael Gove, le ministre de la Justice, qui ont beaucoup plus de poids et qui sont dans le camp officiel du Brexit. Et qui font partie du Parti conservateur. Qui font tous les deux parties du Parti conservateur. Et juste pour une petite remarque, je pense que la position de Boris Johnson est très intéressante parce que lui, étant ancien maire de Londres, ne cache pas son envie de devenir chef du Parti conservateur et éventuellement plus tard Premier ministre. Je pense que ça explique pourquoi il prend une position opposée par rapport à celle de David Cameron, à savoir lui, il veut partir, Cameron, il veut rester. Pour la simple raison que si Cameron perd ce référendum, il va être obligé de partir. Et donc, Boris Johnson prendra sa place. Et de toute manière, Cameron ne va pas rester après 2020. Et si donc Cameron gagne ce référendum, Boris Johnson sera dans une position de force pour reprendre sa place dans 4 ans. 3 ou 4 ans, voilà. Alors, on va faire un flashback, comme on dit chez vous, à Londres. On le sait que depuis plus de 40 ans, les relations entre l'Angleterre et Bruxelles ont été plus que tumultueuses. Henri, on peut même parler d'une histoire d'amour vache entre l'Europe et la perfide Albion. Effectivement, c'est une longue histoire qui est faite d'ambiguïté, d'incompréhension mutuelle, parfois même d'incompatibilité, et qu'on pourrait d'ailleurs faire remonter à beaucoup plus tôt, par exemple au moment des guerres napoléoniennes, Emmanuel, ou à l'époque de l'entre-deux-guerres. Car en réalité, le débat actuel relève d'une question que les Britanniques se sont toujours finalement posées. Doivent-ils faire vraiment partie de cet espace européen, s'y impliquer ? Ou ont-ils plutôt intérêt à se draper dans une forme d'isolement insulaire ? Et de ce point de vue, il faut bien admettre qu'au fil du temps, leurs réponses ont souvent varié. Le premier exemple, c'est la fin de la guerre. Au moment du débarquement, Emmanuel, avec cette fameuse phrase de Churchill qui explique au général de Gaulle que chaque fois que les Britanniques auront à choisir entre l'Europe et le grand large, eh bien, ils choisiront le grand large, c'est-à-dire le lien avec l'Amérique. Et quand 2 ans plus tard, en 1946, le même Churchill appelle solennellement à la création des États-Unis d'Europe, eh bien, c'est évidemment une Europe continentale, sans la Grande-Bretagne, qu'il a en tête, ce qui a au moins le mérite d'une certaine clarté. Mais c'est aussi ce qui expliquera plus tard les réticences du général de Gaulle, qui mettra son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne au sein du marché commun. À cette époque, nos chers voisins avaient déjà clairement changé d'avis, mais le général, lui, avait la mémoire longue et il faudra attendre son successeur, Georges Pompidou, pour que se concrétise cette entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. Mais là, déjà, cette intégration, elle se fait dans la douleur d'une négociation de chiffonnier, où les Britanniques tentent déjà d'obtenir le plus possible de mesures dérogatoires, avec toujours l'idée d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'était 73, hein. 73, oui. Il y a un deuxième exemple qui est de la même veine, Emmanuel. Eh bien, là, il se situe dans les années 80, avec la fameuse sortie de Margaret Thatcher à propos des subsides agricoles. I want my money back. Eh bien, ce qu'elle a dit exactement, c'est « Nous demandons simplement de pouvoir récupérer notre argent », ce qui est devenu ensuite « I want my money back », ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui revient au même esprit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle finira par avoir gain de cause en obtenant de nouveaux rabais sur la politique agricole commune. Et alors, d'une certaine façon, comme on le disait tout à l'heure, on peut dire aujourd'hui que David Cameron s'est inscrit dans cette vieille tradition en exigeant, en obtenant de l'Europe toute une série de dispositions particulières à la veille du référendum. La seule différence, c'est que ça ne semble pas l'avoir mis à l'abri, lui, d'une défaite personnelle, et que cet échec éventuel risque aussi de provoquer un nouveau revirement capital, cette fois dans l'histoire entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Voilà pour ce rappel. Philippe Turle, puisqu'on en parlait économiquement, justement, est-ce que les Britanniques ont à y gagner ou à y perdre une sortie de l'euro ? Parce qu'on sait que la City de Londres, par exemple, est comme un seul homme contre le Brexit. Alors, c'est très difficile de savoir. Et pour cette raison, je pense, personne ne sait très bien ce qui va se passer après. Est-ce qu'il y aura des barrières tarifaires
pour les exports envers l'Europe, pour les importations pour la Grande-Bretagne. Est-ce que l'Europe va accepter que la Grande-Bretagne continue ses affaires comme rien ne s'était passé? Pour le moment, personne ne sait. Il y aura une période de 2 ans après ce vote, si les Britanniques décident de partir, où tout cela sera négocié. Et je pense que puisque personne ne sait, on a eu en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, Barack Obama qui a dit que lui, il était favorable, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Donc, il y a quand même pas mal de poids qui soutient David Cameron, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur les décisions de l'électorat. Toute cette campagne est basée sur une seule chose, c'est l'immigration, c'est les migrants. C'est le fait que ça a été très, très mal expliqué par David Cameron, qui s'est tiré une balle dans le pied pendant sa dernière campagne électorale en disant « je vais réduire l'immigration en Grande-Bretagne de moins de 100 000 par an », il ne réussira pas à le faire. Et ça revient tout le temps comme une espèce de hantise pour lui pendant cette campagne. Et on a 2 journaux, le Daily Express et le Daily Mail, qui font depuis des mois à la une tous les jours le même titre: les migrants, ils viennent en Grande-Bretagne, ils piquent notre service de santé, ils se servent de nos écoles, ils se servent de nos boulots. Il y a moins de boulot pour les Anglais. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut voter contre pas, parce qu'il faut mettre fin à cela. Et toujours, hier soir même à la télévision, la campagne revient sur la question des migrants, et pour les questions économiques, on n'en parle presque pas. Vous nous confirmez, Ashley, à Londres, les médias traitent essentiellement de l'immigration dans cette campagne ? Oui, je vous confirme, depuis 2 semaines particulièrement. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la majorité des journaux britanniques sont eurosceptiques. Ils se font donc le relais des arguments du Brexit, et ces arguments sont parfois approximatifs. C'est très frappant. Quand on regarde les unes de tabloïds, elles se régalent en ce moment, ces unes de tabloïds. Par exemple, je vais vous citer deux exemples. La semaine dernière, le Daily Express affirmait en une que les migrants ne payaient que 100 livres pour envahir le pays. C'est un petit peu anxiogène comme titre. Le même jour, le Sun publiait en photo la photo d'un bateau utilisé par des migrants pour traverser la Manche depuis Calais, assurant qu'un gang sévissait entre la France et l'Angleterre. Ça pourrait faire sourire, mais ces journaux, ces tabloïds ont une vraie influence. Je vous rappelle que le Sun, par exemple, tire à 2 millions d'exemplaires par jour. Ce n'est pas rien. Très bien. Alors, on va rappeler, Henri Guirchon, et je complète ce que me disait Ashley d'ailleurs tout à l'heure au téléphone, c'est que les proportions des pro-Brexit et des anti-Brexit dans la presse, c'est 80-20. Donc il y a quand même une disproportion et un déséquilibre incroyable. Henri Guirchon, il y a une chose très paradoxale dans cette campagne et dans les prises de position des uns et des autres, c'est que les indépendantistes, par exemple, les Écossais ou d'Irlande du Nord, sont des farouches partisans du Remain, maintien du Royaume-Uni dans l'Europe. Effectivement, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Je crois que ce n'était pas le cas en 75, mais aujourd'hui, tout indique que le oui à l'Europe est ultra majoritaire en Écosse, je crois, en Irlande du Nord et même dans une moindre mesure au Pays de Galles. Alors en Écosse, c'est parce que les indépendantistes, ils voient l'Europe comme le meilleur moyen de sortir de l'emprise du Royaume-Uni. Ils ont même menacé d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en cas de sortie de l'Europe. Et en Irlande du Nord, là, on est pro-européen surtout à cause des aides agricoles qui dopent l'économie locale, mais aussi parce que l'Europe est perçue comme le seul garant crédible d'un statut et d'une paix qui demeure toujours assez fragile. Alors, on parlait tout à l'heure de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui est le véritable leader du pro-Brexit au sein de la classe politique et donc dans le parti conservateur anglais. Ashley Chevalier, c'est un homme charismatique, on le sait, on l'a vu en images. Il est venu en France, il aime bien d'ailleurs taquiner les Français sur un certain nombre de leurs travers. Mais est-ce qu'il est pour autant populaire auprès des Anglais ? Oh, je pense que le camp du Brexit s'est frotté les mains en février dernier quand Boris Johnson a dit qu'il militerait pour la sortie de l'Union européenne parce qu'il est très populaire, c'est un très bon orateur, c'est un aimant à voix en quelque sorte. Néanmoins, son attitude dans cette campagne pourrait lui porter préjudice. Il a fait plusieurs faux pas ces dernières semaines. Il y en a un dont on a particulièrement parlé. Il concerne des bananes. Alors là aussi, ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. L'ancien maire de Londres a assuré fin mai que Bruxelles interdisait la vente de régimes de bananes de plus de 3 bananes. Façon pour lui de dénoncer l'interventionnisme de l'Union européenne, que les eurosceptiques jugent insupportable, sauf qu'en fait cette réglementation n'existe pas et que Boris Johnson s'est vu accusé d'une part de mentir aux électeurs et puis d'abaisser le débat. Ce n'est pas très bon pour son image.
Philippe Turlet, est-ce que les Anglais se sentent très concernés par ce vote du 23 juin? Ou est-ce qu'on peut craindre une très faible participation au contraire. Ou une abstention Au contraire, les derniers chiffres donnent à peu près 80% des gens qui ont l'intention de voter. Alors, on est dans une situation assez intéressante, savoir que ceux qui sont les plus susceptibles de voter sont les personnes à partir de 40 à 75 ans, qui sont à majorité pour le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ceux qui sont moins susceptibles d'aller voter, c'est les plus jeunes, mais les plus jeunes qui sont plus pro-européens. Et donc, il y a eu ces derniers temps une espèce de campagne pour pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est pour cette raison, depuis quelques jours, les gens se plaignent que sur le service Internet, pour s'inscrire, pour voter, ils ont eu beaucoup de mal à y aller. Donc, le gouvernement a décidé aujourd'hui de prolonger pendant 48 heures les inscriptions jusqu'à demain soir à minuit, pour justement inciter les jeunes à s'inscrire pour voter. Donc déjà, les anti-européens commencent à dire oui, mais c'est pas possible, on aurait dû s'arrêter hier soir, c'est encore le gouvernement qui c'est une manœuvre. Alors il y a une autre chose qui est juste un point que j'aimerais soulever qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a des gens dont on parle jamais, c'est les gens comme moi, à savoir les Britanniques qui vivent en Europe. On est quand même plus de 2 millions qui vivent ici, on n'en parle jamais dans la presse britannique. On a toujours l'impression que c'est les Européens qui veulent uniquement venir chez nous en Grande-Bretagne, mais jamais les Britanniques viennent s'installer en Europe. Nous n'avons pas, moi je n'ai plus le droit de voter en Grande-Bretagne, donc je ne peux pas voter dans ce référendum parce que ça fait plus de 15 ans que je vis en France. Et donc, si vous habitez à l'étranger depuis plus de 15 ans, vous n'avez plus le droit de voter. Donc c'est un référendum qui me concerne directement parce que je ne sais pas si j'aurai besoin d'une carte de séjour de nouveau, si j'aurai la liberté de mouvement à la fin de ce référendum, mais je n'ai pas mon mot à dire et je trouve ça quand même très dommage. Bon, sans trahir votre opinion, j'imagine qu'on ne peut pas être journaliste correspondant à l'étranger en Europe et être un pro-Brexit. On peut, mais c'est quand même, ça me semble un peu contradictoire. Ouais. Et une autre partie de la population britannique, c'est toutes les personnes âgées qui vivent en Espagne, qui ont acheté des maisons, qui vivent librement la main. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir après, si on vote pour partir? Un dernier mot, une dernière question à tous les deux, Philippe et Henri. Qu'est-ce que ça pourrait changer sur le plan diplomatique, un Brexit, dans le rôle de la Grande-Bretagne? Est-ce que ça jette un peu plus les Anglais dans les bras des Américains ou pas forcément? Est-ce que le jeu des alliances est modifié? Ou à votre avis, nothing to write about? Philippe l'a dit tout à l'heure, le président Obama s'est fermement prononcé pour le maintien au sein de l'Europe. Alors ça prouve quoi? Ça prouve que pour l'Amérique, la Grande-Bretagne est beaucoup plus importante, intéressante en restant au sein de l'Union européenne, parce que là, elle peut exercer son influence, elle est donc plus utile. C'est un peu la même chose au sein de l'OTAN, parce que on parle beaucoup de ça. L'OTAN, la Grande-Bretagne a souvent joué le rôle d'une sorte de cordon ombilical entre d'un côté les États-Unis et puis de l'autre côté l'Allemagne, qui est souvent réticente à tout engagement militaire, et puis la France qui, elle, est toujours très réticente à servir sous commandement américain. Le chef de l'OTAN, d'ailleurs, dit attention, Brexit, gare à la déstabilisation. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus tenir des propos catastrophiques. D'un côté, si c'est la sortie... ça ne va pas être non plus la déchéance pour la Grande-Bretagne, mais ça ne sera pas non plus ce que disent les partisans du Brexit, c'est-à-dire le retour à la grande période d'autrefois, de la grande puissance britannique, ça non plus. Ce que ça pourrait éventuellement emmener, ce qui est le plus inquiétant, c'est que si les Britanniques votent pour partir, ça peut réveiller aussi des désirs en Europe, dans d'autres pays, pour faire la même chose. Par exemple, aux Pays-Bas, par exemple dans la République tchèque, qui ont déjà dit que c'est pas impossible que ça se passe chez nous, et ça peut donner du grain à moudre à Marine Le Pen, par exemple, qui elle aussi a dit plusieurs fois qu'elle aimerait bien avoir un référendum sur l'avenir de la France dans l'Union européenne. Donc, il est vrai que ça peut ouvrir à pas mal de portes. Il y a beaucoup d'inconnus, et comme dit toujours David Cameron, c'est un saut dans l'inconnu qu'on est sur le point de peut-être faire si on décide de partir. Et donc, je pense qu'il faut être un peu méfiant. Mais sur le fond, je pense que les relations avec les dirigeants européens resteraient probablement courtois, parce que l'Europe a autant besoin de la Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne a besoin de l'Europe, et il aura toujours autant besoin si même les Britanniques décident de partir. Et puis pour le clin d'œil, que deviendrait Gibraltar ou les îles anglo-normandes? Alors ça aussi, c'est une grosse question. Dans l'hypothèse d'un Brexit peut-être effectif. que si les Britanniques s'en vont, l'Espagne dirait maintenant c'est le moment pour nous de demander de nouveau de prendre le contrôle de Gibraltar. Figurez-vous, Philippe, que le ministre espagnol des Affaires étrangères a fait une suggestion. Voilà. Il a proposé une souveraineté partagée
entre Madrid et Londres sur Gibraltar, qui permettrait du coup aux Rochers de rester dans l'Union européenne pour la partie espagnole. Eh bien, c'est quelque chose, Fallait je pense penser. que les Britanniques refuseraient d'office. Ça serait pas gagné d'avance. Voilà pour cet éclairage à 15 jours de la décision des Britanniques. Donc le D-Day, c'est le jeudi 23 juin. Merci à nos participants. Philippe Turle de Radio France Internationale. Ashley Chevalier, bien sûr, notre correspondante à Londres. Merci Ashley. À bientôt. Et merci Henri Guerchoun, qu'on retrouvera bien sûr demain dans Europe Nuit. Je vous signale juste une d'hebdomadaire cette semaine qui est consacrée justement à ce Brexit. C'est la une de l'Express, titrée Les Anglais, should they stay ou should they go? Est-ce qu'ils devraient rester ou est-ce qu'ils devraient partir? C'est le seul journal qui s'intéresse à ce vote du 23 juin, mon cher Philippe. Tous les autres journaux, il n'y en a que pour l'Euro et la planète foot à J-2 évidemment du coup d'envoi de la compétition européenne. Voilà pour donc cette page spéciale que nous voulions consacrer à ce rendez-vous important du 23 juin, le référendum sur le Brexit.